Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi MTV Plus pour vous informer. Voici les titres à la une de cette édition. Au sommaire de cette édition, l'actualité gouvernementale en Côte d'Ivoire. L'ancien ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan est le nouveau premier ministre de la République ivoirienne. Robert Begré-Mambé a confié sa mission au Seigneur Jésus-Christ. La mémoire de feu Thomas Sankara, réhabilité au Burkina Faso, le père de la Révolution, a été élevé au rang de héros national à titre posthume. Et puis au Proche-Orient, le conflit entre Israël et le Hamas se poursuit. Les civils espèrent une aide humanitaire d'urgence. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur MTV Plus pour 15 minutes d'actualité. Commençons ce journal par le chapitre ivoirien. Je vous le disais en titre, la Côte d'Ivoire a désormais un nouveau Premier ministre. L'ancien ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a été nommé en remplacement de Patrick Hachi. L'homme politique ivoirien a confié son destin et sa mission au Seigneur Jésus-Christ. Vous l'entendrez faire référence à de grandes figures publiques. Nouvellement nommé ce lundi 16 octobre nouveau Premier ministre, Robert Begré-Mambé a été reçu juste après l'annonce de sa nomination par le président de la République, Alassane Ouattara. Le nouveau Premier ministre a reçu les vives félicitations du président de la République. Il a fait part à la presse de ses premières impressions. Je tiens tout d'abord à rendre gloire au Seigneur qui a permis que le chef de l'État m'accorde sa confiance pour la tâche immense au poste de Premier ministre. Je voudrais remercier du plus profond du cœur le président de la République pour la confiance qu'il m'accorde en me nommant à ce poste très important. En ce jour particulier, je me rappelle avec beaucoup d'émotion tous les sacrifices consentis par mes géniteurs. Et je demande au Seigneur de leur accorder la paix là où ils se trouvent, auprès de lui. Je pense particulièrement à mon épouse Mat Mambé qui m'a précédé auprès du Seigneur. À ce poste, je me souviens que mes frères Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour faire de la Côte d'Ivoire un pays merveilleux auprès du président de la République. Je rends hommage à tous mes prédécesseurs à ce poste qui ont tracé le chemin. Et vous savez que le président lui-même a été le premier ministre dans ce pays à un moment de braise. Et vous avez vu le travail immense et remarquable qu'il a pu accomplir auprès du président Houphouët-Boigny pour donner à la Côte d'Ivoire d'être un pays solide. Je voudrais demander au Seigneur 5 choses. La première chose que je demande à Dieu, c'est de m'accorder la foi d'Abraham. La deuxième chose, le courage et la proximité de David avec tout ce qui est divin. La troisième chose, c'est la sagesse et l'intelligence de Salomon. La quatrième chose, c'est l'humilité, la pugnacité et la rigueur de Joseph auprès de Pharaon. Et la dernière chose, je demande à Dieu d'aider le président Alassane Ouattara à faire de la Côte d'Ivoire un pays de foi, de prospérité, de paix, où seule la fraternité et l'amitié sont le ciment qui nous unissent entre nous Ivoiriens. Nouveau Premier ministre, Robert Begré-Mambé était avant sa nomination ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. Toujours dans l'actualité ivoirienne, abordons à présent le chapitre relatif à l'industrie dans notre pays. L'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, aux côtés des inventeurs ivoiriens. L'objectif est clair, booster les inventions de qualité et permettre ainsi au secteur de l'industrie de connaître un meilleur développement. Les détails tout de suite dans ce reportage signé RTI1. L'innovation est le moteur de l'industrialisation. L'industrialisation, l'arme que les pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, veulent utiliser pour éradiquer la pauvreté selon des experts de la question.
En témoigne également cet atelier de renforcement des capacités des acteurs de l'écosystème ivoirien de l'innovation et de l'industrie sur le thème « Les systèmes de diagnostic pour l'innovation industrielle ». Il peut y avoir une technologie qui est là et si on ne sait pas l'améliorer, si on ne sait pas l'adapter aux technologies existantes du monde entier, voilà, on peut être en retard dans son déploiement. Donc j'imagine que cet atelier va nous permettre donc d'aller très vite sur la mise en valeur de nos produits. On a développé des outils pour utiliser des bases de données internationales pour faire un comparatif, un exercice de comparaison de la Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays, identifier des opportunités, des faiblesses, des points forts, au moins de vous indiquer quelques chemins pour suivre. Pendant 2 jours, une trentaine de bénéficiaires de cet atelier de formation verra l'amélioration de ses connaissances, notamment en matière de valorisation des inventions et innovations. C'est vraiment ça la problématique, diffuser et valoriser tout ce qui est conçu comme innovation dans nos pays. Voilà. Et l'atelier vise effectivement à former tous les acteurs, les former non seulement à la conception des innovations, mais à créer des plateformes pour faciliter leur diffusion. Comment il faut identifier ces thèses, ces mémoires qui ont une valeur importante pour notre développement économique et comment il faut le transférer au secteur productif. C'est sur cette thématique que l'atelier va porter. Selon l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI, la promotion de la science, la technologie et l'innovation constituent aujourd'hui l'un des défis les plus pressants auxquels le monde doit faire face. Et puis, dans la sous-région ouest africaine, la CEDEAO préoccupée par la question de l'électrification des localités africaines. Une réflexion a été menée au cours d'un atelier organisé récemment. Les détails dans ce reportage. Financé par la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire, le 2e chapitre du programme BEST, projet régional d'accès à l'électricité et de technologies de stockage d'énergie par batterie, entre dans sa phase active. Objectif, améliorer l'accès à l'électricité et booster la sécurité énergétique dans la sous-région ouest africaine. Le financement de ce projet de 465 millions de dollars, dont 70 millions de dollars pour la Côte d'Ivoire. Le projet régional d'accès à l'électricité et à la technologie de stockage d'énergie par batterie couvre la Mauritanie, le Niger et le Sénégal pour la composante accès, enfin la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali pour la composante batterie. Il s'agira pour nous de faire de la conception, l'installation de batteries de stockage dans 3 postes qui ont été identifiés dans le nord de la Côte d'Ivoire, Korogo avec 50 MWh, Bundiali 20 MWh et Odiéné 35 MWh. Le projet il prévoit d'alimenter aujourd'hui, d'électrifier 1000 localités dans l'ensemble du pays. Donc il va couvrir à peu près 6 régions et principalement la Casamance. Selon des chiffres publiés en 2018 par la Banque mondiale, le taux d'accès à l'électricité en Afrique de l'Ouest est de 52% en moyenne, avec des coupures d'électricité pouvant atteindre 80 heures par mois. Quant à la Côte d'Ivoire, le taux d'accès a franchi la barre des 95%, un chiffre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Restons en Afrique de l'Ouest en nous rendant cette fois-ci au Burkina Faso où l'homme politique et principale figure de révolution au Burkina Faso, Thomas Sankara, a été élevé au rang de héros national à titre posthume. C'était au cours d'une journée nationale d'hommage consacrée au père de la révolution au Burkina Faso. Au Burkina Faso, les autorités de transition ont honoré dimanche 15 octobre 2023 la mémoire de l'ancien président Thomas Sankara à travers une cérémonie d'hommage national à l'occasion du 36e anniversaire de son assassinat. La consécration du statut de héros de la nation au défunt capitaine Thomas Sankara vise à pérenniser les valeurs cardinales qui fondent la République. Organisée pour rappeler l'héritage politique et l'importance historique de Thomas Sankara dans l'histoire du pays, la commémoration s'est déroulée dans la capitale Ouagadougou où une foule nombreuse s'est rassemblée pour rendre hommage à Thomas Sankara, considéré comme une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance et la justice sociale.
L'appréciation que je fais de Thomas Sankara sous le leadership des autorités de la transition qui ont finalement réhabilité sa mémoire à travers le fait qu'il ait été déclaré héros national pour le Burkina Faso, pour moi est un grand jour. Parce que, quoi qu'on dise, ce que l'on peut reconnaître en Sankara, c'est qu'il vivait, il exprimait, il transpirait des valeurs telles que la probité, l'intégrité, la transparence dans la gestion des affaires publiques et le respect du bien public. Au cours de cette cérémonie nationale et internationale d'hommage aux victimes du coup d'État du 15 octobre 1987, plusieurs discours ont été prononcés par des dignitaires et des proches de Thomas Sankara, comme le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont souligné la détermination de l'ancien président à mettre en place des réformes audacieuses visant à lutter contre la corruption, à promouvoir l'éducation et les droits des femmes, ainsi qu'à renforcer l'indépendance du Burkina Faso sur la scène internationale. Vous savez, dans la gestion d'une nation, il s'agit de valeurs cardinales qui permettent de forger le Burkinabé qui aime sa patrie. Donc, en somme, un patriote. Et Sankara a prouvé par ses faits et gestes ce qu'on peut mettre dans le patriotisme. Et je conclurai en disant, pour tout être humain, il ne faut jamais oublier, lorsque on pose des actes, que l'histoire habilite, l'histoire réhabilite, l'histoire révèle. Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé, a été assassiné en 1987 et a été élevé au rang de héros national par le gouvernement de transition en 2023. Ce statut reconnaît son influence sur l'histoire et sur l'évolution du Burkina Faso. Son héritage continue d'inspirer les générations actuelles et futures qui aspirent à un Burkina Faso plus juste et prospère. Après le Burkina Faso, prenons la direction de la RDC, République démocratique du Congo, précisément dans la partie nord du pays. La ville de Tchanga a été débarrassée de la présence encombrante du M23 milice qui a martyrisé pendant de longues années les populations locales. Cette ville est désormais libérée, elle savoure un nouveau vent de liberté, en témoignent les réactions des populations sur place. The strategic town of Kichanga in the Democratic Republic of Congo's North Kivu province. It's been on the front line of the war between Rwanda-backed M23 rebels and militia loyal to the Congolese government. But the loyalists recently regained control of the town. At the moment, we're thanking God because we can still see daylight and we can also see that the government has arrived, which is a good sign and the atmosphere is improving. We're asking the government to chase away the enemy until they return to Rwanda, and then we'll feel completely safe. We used to live well with all the ethnic communities, but this war from the neighboring country has created discrimination and divided us. The rare victory in Kichanga comes after renewed fighting in the area recently, which broke a precarious truce that had lasted for months. We've been fighting for a year and a half, and we haven't received a penny from the government. We're fighting to liberate the country. I'm going to fight without fear, because it's a job. I abandoned my children. I abandoned a large family to fight, and I'm going to defend my country to the end. The M23 launched an offensive in late 2021, defeating the Congolese army and capturing swathes of North Kivu, driving over 1 million people from their homes. We know the enemy is still on our soil, and we're going to pursue them to our borders, because we know the limits of Rwanda and the limits of the Congo. We are not going to invade their country. When the enemy leaves our soil, we'll go back and cease fire. The eastern part of the DRC has been plagued by violence from local and foreign armed groups for nearly 30 years. Dans le reste de l'actualité, le conflit entre le Hamas et Israël se poursuit, une guerre qui va durer selon un communiqué publié par l'armée israélienne. Les civils coincés entre les bombardements dans la bande de Gaza espèrent une aide humanitaire d'urgence.
L'aide humanitaire sera bientôt livrée aux populations de la bande de Gaza. Plusieurs vols vont avoir lieu vers l'Égypte pour acheminer des fournitures vitales aux organisations humanitaires sur le terrain, a annoncé l'UNICEF lundi, alors que l'OMS mettait en garde contre la situation dans l'enclave palestinienne. En ce qui concerne l'eau, l'électricité et le carburant, selon l'ONU, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge, après 24 heures, ce sera une véritable catastrophe. Pas de carburant, donc pas d'électricité pour tous les habitants de la bande de Gaza en général et pour les établissements médicaux en particulier. Face à l'ampleur de la situation, l'Europe a promis lundi d'ouvrir un couloir aérien humanitaire vers la bande de Gaza. Sur place, la situation sanitaire inquiète selon l'Organisation mondiale de la santé. En ce qui concerne les infrastructures médicales, les réserves sont presque épuisées, à tel point que les responsables des soins peuvent désormais établir des certificats de décès pour les patients. Les médecins doivent maintenant prioriser les patients qui arrivent. Ils n'ont pas d'autre choix. Il y a trop de monde. Alors, certains sont laissés à l'abandon. Gaza est sous blocus total depuis le 7 octobre, date de l'attaque du Hamas contre Israël. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Le mondial de rugby qui se joue en France vient de connaître une nouvelle étape. Les Springboks d'Afrique du Sud ont battu l'équipe française. Désillusion et larmes au Stade de France à Saint-Denis. Cette équipe ne pourra pas aller jusqu'au bout de la compétition organisée sur son sol. Quelques images de joie des supporters sud-africains dans ce reportage. La joie des supporters sud-africains après la victoire de leur équipe face aux rugbymen français. Une grande déception pour la France, organisatrice de cette Coupe du Monde, après cette courte défaite 29-18 face à des Springboks au meilleur de leur forme. Nous ne voulions pas avoir de regrets au coup de sifflet final. Tous les joueurs et les managers ont donné le meilleur d'eux-mêmes tout au long de la semaine en termes de préparation, en passant des heures supplémentaires. Et cela a payé ce soir. Mais je tiens à dire que je compatis avec les Français qui jouent à domicile. C'est difficile, il y a beaucoup d'attentes. L'Afrique du Sud, championne du monde en titre, est considérée comme l'une des meilleures équipes de rugby. Des joueurs portés par des supporters qui ont fait le déplacement jusqu'en France pour les encourager. Quand nous avons célébré la victoire, il y avait beaucoup de Sud-Africains et nous leur sommes reconnaissants d'avoir fait le déplacement pour nous. C'était vraiment sympa et avec cette ferveur, c'était incroyable. Après des années d'efforts pour avoir des joueurs plus représentatifs de l'Afrique du Sud, l'équipe a réussi à attirer plus de supporters et les fédérer autour d'elle. Un objectif atteint aussi grâce à ses nombreuses victoires. Nous allons éliminer la dernière équipe de l'hémisphère nord de cette Coupe du Monde. C'est simple. C'est le match du siècle, un match de qualité entre la France et l'Afrique du Sud. Mais nous l'avons emporté. Quel grand match. Waouh, extraordinaire. Prochaine étape pour les Springboks, un match en demi-finale contre l'Angleterre. L'équipe qui avait été battue en 2019 pour l'Afrique du Sud espère avoir sa revanche. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme sur Miracle TV+, la télé qui transforme.